Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Notre compère Arsène malheureusement n'est pas là, il n'a pas pu venir. Sniff. C'est triste. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de cinéma italien. Ma certo. Petit et indépendant. Magnifico. Fait par deux goats qui sont Alessio Rigodorighi et Matteo Zopis. Pour vous parler donc de Pile ou Face, leur tout dernier film. Testa o Close en VO, qui est plus stylé. C'est tout à fait vrai. Tout en étant un bon honneur de la langue italienne, c'est objectivement plus stylé. Avant qu'on oublie, n'hésitez pas à nous abonner, à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous pensez du film, à nous suivre sur Insta, TikTok, Twitter et tutti quanti. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Thomas, t'as des recos ? J'aurais bien voulu, du coup c'est des recos un peu de tricheur, c'est-à-dire que j'ai voulu rattraper Magellan pour vous le recommander, je crois que j'étais trop fatigué pour me prendre dans la gueule un film de Laviaz pour la première fois, qui est un auteur philippin donc qui fait un biopic sur Magellan avec une façon de filmer très très radicale et minimaliste et qui décide de prendre des partis pris de narration très compliqués à encaisser. Moi j'étais visiblement pas prêt, donc je vais pas vous le recommander, mais tentez-le, c'est un truc hyper chelou que vous referez pas de sitôt au cinéma. Et j'ai pas eu le temps de le rattraper, de le découvrir au cinéma, il est sorti il y a une semaine ou deux. Palestine 36, qui est un film qui, spoiler, passe de la situation en Palestine en 1936, sous mandat britannique, et de voir comment les premiers jalons d'une colonisation européenne organisée facilitée par les Britanniques se fait en Palestine au détriment des droits des Palestiniens qui vivent là-bas. Un gros film avec Hiam Abbas, qui est une actrice franco-palestinienne assez stylée, et Jeremy Irons, par exemple. Donc il y a une espèce de grosse coprod qui a réussi à se financer et tout. Donc le film a l'air assez cool. Mais j'ai pas vu, et je peux pas vous parler en longueur, comme j'aime tant le faire, dans ce film que j'ai vu récemment. Si ce n'est le film qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui, bien sûr. Transition. Bah c'est parti. Tout de suite, le film. The interesting thing about heads or tails, miss, is what you wish for while the coin tumbles through the air. Bah du coup, avant de commencer, Thomas, ça parle de quoi ce film ? Alors, non, pour essayer de faire simple, parce que c'est un peu compliqué, vous verrez pourquoi. Donc on est au tout début du XXe siècle, ou à la toute fin du XIXe siècle, grosso modo. En Italie, on suit, disons, trois personnages. Buffalo Bill Cody, donc qui est un américain, un espèce de cow-boy, un peu, qui a une aura un peu légendaire au vu de ses exploits militaires et coloniaux dans la conquête de l'Ouest, qui fait un peu des shows pour vanter ses mérites un peu partout dans le monde. Et là, il est en tournée en Europe, en Italie. Et il va croiser la route de Rosa, qui est une jeune française, ancienne prostituée, qui est mariée à un espèce de notable grand bourgeois d'un patelin en Italie. Et d'un troisième personnage, Santino, qui est donc un espèce de... Voilà, un garçon vaché, c'est quelqu'un qui s'occupe des chevaux, quoi. Et donc ces trois personnages vont se retrouver quand Rosa et Santino vont se rencontrer, tomber amoureux et s'enfuir ensemble, avec à leur poursuite Buffalo Bill Cody. Et donc on va suivre les aventures de ces trois personnages-là dans cette course-poursuite westernisante issue du cinéma italien contemporain de Matteo Zopis et Alessio Rigodorighi. Et du coup, juste avant de parler du film, on va revenir très très vite fait sur notre rapport aux deux auteurs de ce film qui sont Alessio Rigodorighi et Matteo Zopis, qui sont des auteurs qui ont déjà fait des trucs auparavant, qui ont fait notamment un documentaire en 2015, qui ont sorti un film dont je vous avais déjà parlé, qui est La légende du roi crabe en 2021, sorti en France en 2022 il me semble, Oui. Bref, qui est absolument super. Oui, Et que je surkiffe, qui était un truc vraiment immense. Et qui était déjà un peu westernisant. Et qui avait déjà un côté un peu westernisant, surtout dans sa deuxième partie, et qui était vraiment déjà très scindé. On trouvait beaucoup de thèmes qu'on aura du coup dans celui-là, sur comment raconter une histoire, comment se forme le récit et des choses comme ça. Donc c'était ces deux bougs que j'aime tout particulièrement. Et donc j'attendais le film de Pierre Ferme en me disant ça va être trop bien, ça va être trop bien. Donc voilà. Et toi Thomas ? Ouais, de fou. Moi, après 3 ans de propagande stratégiquement placée, j'ai fini par céder, et à la sortie de ce nouveau film aussi. Genre, ok, ça y est, ceux qui ont fait La légende du roi crabe, dont Olivier m'a tant parlé, ils font un nouveau film. Allez, je vais le découvrir juste avant. C'est effectivement très très bien, La légende du roi crabe. Je suis très heureux de l'avoir découvert. Et oui, j'étais bien hype pour ce nouveau film où ils ont visiblement un peu plus de thunes qu'avant. Ils font un western italien, ce qui est, si vous ne le savez pas, est une de mes marottes, hein, voilà. Après, ils ont John C. Reilly au casting, Nadia Tereskevich, que j'avais jamais vue, mais qui est une actrice française assez jeune, qui a l'air d'avoir percé un
peu. Donc, ils sont en train de sortir de leur toute petite case de faire un film italien un peu paumé qui se coproduit un peu avec des gens avec des no one. On sort de notre province italienne pour faire des trucs vraiment ambitieux. Enfin, c'était déjà très ambitieux. C'est déjà très ambitieux, mais ça se vend un peu plus facilement cette fois. Mais du coup, Thomas, tout de suite, qu'est-ce que t'en as pensé? Pour faire ça, je dirais que peut-être que je préfère La Légende du Roi Crabe, de pas grand chose, mais de pas grand chose. Je trouve que c'est un très bon film. Il est pas parfait non plus, il y a 2-3 petits trucs je trouve un peu dommage, mais je trouve le film vraiment assez extraordinaire et vraiment beau. Moi d'habitude les films qui me parlent des histoires et de l'importance qu'on a de raconter des histoires, souvent ça me gonfle. Parce que souvent c'est des films plutôt américains qui mettent sur un piédestal le fait de raconter des histoires, et du coup ça sert le fait de faire un film ultra scénarisé, et qui s'attache sur le fait que voilà, les humains ont besoin d'histoire, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Et donc le cinéma il fait pour ça. Et c'est aussi un truc qui va me casser les couilles parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse toujours. C'est peut-être mon film préféré sur les histoires. Parce que là, je le dis de façon un peu théorique, ça a l'air un peu chiant et tout. Là, ça va être un film, ils vont décupler ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que raconter une histoire? Ils font ça en parlant du récit national de la conquête de l'Ouest, le roman national américain, de comment des histoires révolutionnaires se racontent, comment des mecs dérobent le centre de la narration aux meufs qui ont parfois vraiment fait les choses. Qu'est-ce qui s'immisce dans la narration? Comment on lit les histoires? Le film, c'est pour ça que c'est difficile à résumer le film, parce que en fait c'est Bill Cody, c'est Buffalo Bill qui raconte l'histoire, puisqu'il a des petits journaux de voyage, et donc on a une espèce de distance par rapport à cette narration, parce qu'il y a une voix off qui nous dit des choses et on voit bien que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc il y a des jeux sur les traces qu'on laisse des choses qui se sont passées. Le film est très très beau sur ça, parce que c'est tout un tas de gens un peu paumés qui se racontent eux-mêmes, qui se racontent des choses pour survivre, parce qu'il y a des trucs pas faciles du tout. Et il y a aussi tout un tas d'enjeux politiques, historiques, sur comment tu transmets ce qui s'est passé. Parce qu'on part sur des choses assez simples, un petit spectacle de pseudo-cowboy qui fait sa tournée en Italie avec un cavalier et une meuf qui s'évadent ensemble dans une prairie, mais ça prend des dimensions assez larges, et le film arrive à être assez émouvant avec ça. Non, t'as entièrement raison là-dessus, et c'est super intéressant. Leur précédent film parlait déjà justement de la réécriture de l'histoire, de la modification, de la romantisation. Parce qu'en effet, tu l'as dit, il y a une voix off qui va nous dire beaucoup de choses. On a aussi des cartons, parce que le film est chapitré en plusieurs parties. Comme avant, ils sont très chapitres. Oui, justement. Mais c'est ça en fait, ils aiment bien les rouages des histoires. Ouais. Mais c'est pas juste qu'ils ont pas un rapport de vénération à ça. Non, justement. Ils s'amusent, ils voient comme c'est ambigu. C'est quelque chose qui est très particulier chez eux, et c'est un truc qui est très marrant, parce que chaque carton de texte qui nous annonce quelque chose, et donc on comprend que c'est quelque chose qui est vraiment fait dans l'axe justement de ce Buffalo Bill, ne correspond pas à ce qui va se passer ensuite. On va nous parler par exemple d'un kidnapping alors qu'on a une fuite consensuelle, des choses comme ça, sur telle ou telle chose qui se passe. Et le film en ça est très très intéressant, parce qu'on a cette voix off de Buffalo Bill qui est un personnage assez haut en couleur, qui est souvent un peu ridicule, un petit peu farfelu et tout, et qui se la raconte un petit peu, et qui est très bon d'ailleurs dans ce rôle. Et c'est un film qui parle énormément de réécriture, et aussi du coup de révisionnisme, notamment du révisionnisme américain par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis et sur la manière dont le pouvoir a été pris, du révisionnisme au cœur de la révolution, et comment certaines figures révolutionnaires se font oublier ou mettre de côté parce que ce sont des femmes, parce que on a un symbole qui a été créé, ou des choses comme ça. Et c'est un film qui est vraiment fascinant. Dans La Légende du Roi Crabe, il créait déjà des figures mythologiques et tout, notamment avec son personnage principal, Luciano, qui justement au fur et à mesure on voyait sa légende se créer, alors qu'à la base c'est juste un simple paysan. Et dans celui-là, on a à nouveau quelque chose sur les figures mythologiques, mais qui sont beaucoup plus déconstruites et montrées de manière beaucoup plus brute. Et on va montrer que souvent les gens qui sont au cœur par exemple d'une révolution, ou qui sont au sommet du coup de la hiérarchie d'un petit village, sont très souvent des fils de yinches. Si vous rajoutez à ça de l'acting qui est qui est assez convaincant, je trouve. Ouais. C'est assez simple. C'est très simple. Il n'y a rien de bien démonstratif. Non, il n'y a pas juste assez vivant. Il n'y a pas de très longs dialogues, ou alors de trucs où on va vraiment faire jouer des émotions très fortes. Même très souvent, on cache les émotions. Quand Rosa, par exemple, va être en pleurs, ou va avoir des trucs très très forts, elle se cache la tête dans sa robe, ou des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on montre pas forcément, et ça fonctionne très très bien. C'est des gens c'est des gars qui ont un style très très simple, mais qui est recherché sur beaucoup de points. Alors, je suis intégralement fan de Gabriele Sili. Je trouve que c'est un acteur qui a une gueule, un timbre de voix, une manière de jouer qui est formidable, qui jouait justement dans Les Légendes du Roi Crabe, qui portait le film à lui tout seul. Il vient faire un caméo dans le film, il joue un personnage qui est assez important, mine de rien, et sa scène d'introduction, outre le fait qu'elle est géniale, il y a un grain de voix qui revient. Tu sens qu'ils ont pensé aux gens justement qui ont pu potentiellement voir leur précédent film. 12 apôtres de Matteo Zoppi, c'est con, mais la manière dont il l'introduit, justement, t'as tout un truc par rapport à
ça, qui est très intéressant. Et si on rajoute en plus de ça une mise en scène qui a tombé par terre, je suis désolé, mais quasiment chaque plan est formidablement bien cadré. T'as une science du cadre, pas forcément énormément de mouvements, mais quand t'as du travelling, c'est vraiment pour des choses importantes. Ça a vraiment de la gueule. T'as toujours un travail sur pellicule qui est magnifique, un travail aussi de la couleur, du rouge et de l'orangé qui reviennent à certains passages qui sont très très beaux et très bien foutus. Toujours des plans sur fond de mer avec des éclats qui brillent de mille feux. Je suis désolé. Ils filment trop bien l'océan, ces salauds. C'est insupportable. Ils sont extrêmement forts. Les environnements au sens large. Ouais, mais la manière d'éclairer le ciel, le sol, les trucs comme ça, savoir, ok, cette fois-ci je veux le ciel qui sera surexposé, cette fois-ci non, je veux absolument tout. C'est des gars qui pensent leur image dans les moindres détails et ils sont extrêmement forts pour ça. Et c'est un film, alors malheureusement, vous le verrez sans doute du coup sur téléchargement sur ordinateur. C'est ça. Alors si il y a un DVD qui va sortir dans 9 mois. Ou un fichier MP4 accessible. Peut-être qu'il y a un cinéma par là de chez vous qui diffuse, on sait jamais. L'important c'est que vous voyez ces films pour que quand ils font un 3e long métrage de fiction, on soit tous là pour leur donner de la force. Mais ouais, non, c'est super. Il y a quand même des petits trucs à redire. Personnellement, il y a des trucs sur les relations entre personnages. Il y a notamment des scènes d'amour qui, je trouve, fonctionnaient pas si bien que ça. Il y a toute une scène dans une étable avec des fondus au noir. Des fondus au noir. Je trouve ça incroyablement pauvre. Et franchement, je l'ai trouvé étonnamment kitschouille. Genre, alors justement, c'était très kitsch et surtout en plus la manière de filmer, alors que c'est des gars qui sont vraiment OP en termes de mise en scène, c'est à se dire, il y a des fois où je remarque des plans parce que je me dis, ah tiens, ce plan là il est moins bien que les autres qu'on a eu, enfin c'est dire, mais là je me suis dit, putain, c'est filmé de manière vachement frontale, très souvent en gros plan, et t'as eu l'impression qu'ils étaient presque sur une impasse. On est sur une scène qui sert pas à grand chose au final dans le récit, et c'est des petits écueils comme ça où je me dis, ah putain, cette scène là c'est dommage. Il y a tout un truc aussi avec la Révolution qui au final pas si bien exploité que ça, où il passe un petit peu dessus, où il y avait peut-être un petit peu plus à creuser, c'est dommage, alors qu'on a des personnages qui sont très, très intéressants. Après moi j'étais content, ça faisait une ref énorme, grosse comme le nez au milieu de la figure à Compagnie Rose de Sergio Corbucci. Bon, oui. Voilà, parce que bon, comme dans Compagnie Rose de Sergio Corbucci, donc qui est un western italien de 1970 absolument merveilleux, on a une figure révolutionnaire qui est une espèce de cosplay absolument assumé de Che Guevara. Oui. Et donc que ce soit dans Compagnie Rose ou dans Pile ou Face, c'est absolument anachronique. L'intérêt, c'est qu'on la reconnaisse en tant que telle. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est la réaction que j'ai eue devant le film, mais qui est peut-être pas assez poussée. C'est parce que ça fait une référence sympa à des vieux westerns italiens gauchistes des années 60-70. Parce que pour vraiment appuyer le fait que c'est le Che, le personnage révolutionnaire, dit qu'il il a fui l'Argentine, mais voilà, j'ai fui plein de pays. Mais il a fui l'Argentine parce que notamment, bon voilà, le Che est connu pour ce qu'il a fait à Cuba, mais il est argentin de base. Mais c'est vrai que moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est ref à l'Argentine d'aujourd'hui, du coup. Ouais. Parce que Milei, effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on est à l'extrême droite. Enfin, du coup, j'ai eu ce réflexe, peut-être par hasard, hein, de penser le film au présent, comme le faisait Corbucci quand il fait son film en 70, c'est qu'il fait une ref à Che Guevara qui est mort depuis 3-4 ans à ce moment-là. Et peut-être que le film est, du point de vue de ce qu'il a à dire, parce qu'il est assez passionnant quand on est un branleur comme moi de l'histoire du western, parce que finalement c'est un portrait, le Buffalo Bill, c'est une vision de John Ford qui est assez intéressante, parce qu'il a une vraie tendresse pour ce type un peu ridicule, et en même temps il montre bien toutes les limites de ce mec. Sur le western italien, il fait des références très explicites à des westerns italiens qui sont moins connus chez nous que Sergio Leone. C'est marrant aussi parce que du coup, ça, je me suis remémoré pendant ce film-là tout ce que j'avais kiffé dans La Légende du Roi Crabe, que personnellement je trouve quand même un petit peu supérieur à celui-là. Il y a un truc qui est génial aussi en tout début de film, où tu vois un gars chevaucher un cheval blanc avec, au ralenti, avec derrière lui un décor du coup carton-pâte de l'Amérique, où t'as tout ce truc de rêve américain. C'est l'image fétiche de ce que c'est que... qui résume tout le film, qui résume en fait tout ce que va nous dire le film justement sur le message du rêve américain, qui est juste un mirage qu'oubliera complètement justement la personnage principale à la fin. En plus de raconter quelque chose, c'est vraiment une image qui est saisissante et qui est vachement belle et vachement intéressante, et c'est des gars qui savent la faire durer pile ce qu'il faut pour garder le spectateur, parce qu'ils ont fait quelque chose qui était beaucoup moins lent et beaucoup moins contemplatif du coup que La Légende du Roi Crabe ne l'était, mais on est quand même toujours sur un film qui sait prendre le temps, sait faire durer ses scènes, qui sait quand cutter généralement aussi pour avoir de l'impact, qui sait aussi quand ne pas nous montrer certaines scènes. Les dernières scènes avec Buffalo Bill, je trouve ça très intéressant, qu'on ellipse un petit peu ce qui s'est passé, et je trouve ça intéressant aussi à mettre en perspective avec, je remonte le DVD une dernière fois, La Légende du Roi Crabe, qui, je le dis, est un formidable film et absolument magnifique. Shellac,
collab. Il y a vraiment toujours un truc sur un gars qui, de manière plus ou moins volontaire, va se retrouver à défier toute une forme d'autorité. Souvent d'ailleurs des grands bourgeois ou alors une bourgeoisie assez aisée. Il y a toujours un truc sur la fuite, sur des gens qui vont se retrouver dans la mouise pour plein de raisons, sur la légende, sur comment les histoires se créent, comment les histoires se racontent, et sur du coup sur l'importance par rapport aux personnages, par rapport à nous, sur comment créer sa propre histoire aussi du coup. Et surtout c'est pas pompeux quoi, parce que déjà Oui, c'est vraiment des bons films de western ou d'action ou historique. Oui, parce que c'est vraiment pas parce qu'on a l'air de se branler un peu, mais c'est pas un film théorique comme les tout derniers films de Cronenberg où il faut avoir vu 40 trucs pour avoir une stimulation esthétique devant. Non, c'est un truc ils sont toujours hyper forts pour filmer des environnements et des gens et des animaux aussi de façon hyper vraie et hyper incarnée. Je sais qu'il y a un marais dans ce film. Genre c'est vraiment un pur délire de film d'aventure quoi. Nos deux héros avec un cheval, ils ont de la flotte marronasse verdâtre jusqu'au torse et ils marquent un truc et on s'amuse à faire des inserts sur un vrai serpent qui est là en train de longer une fenêtre au premier plan pendant qu'à l'arrière-plan il y a les personnages qui s'approchent et tout. Donc on fait des vraies scènes d'aventure qui marchent bien. Il crée son petit Far West en fait. Ouais, je sais. En fait le truc qui est super bien avec eux, c'est que je trouve à chaque fois ils arrivent à créer un univers. Ouais. À partir du réel quasiment. Fou malade. Moi, le crabe du roi crabe, il était en fond d'écran de mon téléphone. J'ai 14 plans en fond d'écran de mon PC. Donc, mais surtout, en plus, celui-là s'imagine vraiment pas comme quelque chose de trop sérieux ou d'être en mode western comme ça. Il y a beaucoup de trucs très très drôles dans le film et de scènes un peu légères. Le personnage de John C. Reilly est vraiment un peu. C'est pas vraiment le comic relief du film, mais pas si loin non plus. Parce qu'il est un peu goofy, il a vraiment cet accent texan. Ouais. C'est littéralement une caricature de l'Amérique. Oui, voilà. Et à plusieurs reprises, il y a des trucs très très drôles avec ce personnage ou des scènes qui sont un peu marrantes. Et c'est con, mais alors, dire ça comme ça, mais une tête qui roule sur le sol, ça n'a rien de drôle. Une tête qui roule sur le sol en disant aïe aïe aïe. Alors, dit comme ça, en italien, dit comme ça, on a l'impression que je suis complètement fou, mais c'est extrêmement drôle. Et je vous jure, c'est un passage formidable du film. Donc, non, franchement, donnez-lui sa chance. Ce sera pas pour tout le monde, clairement pas. Dans la salle où j'étais, il y a une personne qui a ronflé pendant la moitié du film. Donc, dommage parce que le design sonore est vraiment bien. Ouais. C'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, je crois que tu parlais de ce plan où un personnage monte un cheval blanc au ralenti. Juste devant une espèce de toile peinte qui reproduit Monument de Vallée, qui est un espèce d'endroit typique de western quoi. Et moi je crois que en vrai ce plan il y a un peu tout ce que j'aime bien. Ils sont tout à fait conscients que c'est un roman national un peu dégueulasse et ils prennent bien le soin parce qu'on a Buffalo Bill est accompagné de natifs américains donc on filme bien à quel point c'est une mascarade, mais ils sont aussi capables d'incarner cette histoire ou de la réincarner puisque là c'est un Italien qui arrive à chevaucher un cheval devant ce monument de Vallée peint sur toile et ils vont quand même l'incarner parce qu'ils sont un peu fascinés par l'idée de donner vie à ces choses et je trouve que c'est sur ça qu'ils sont très très forts parce qu'on parlait d'environnements qui font tellement vivants, ils donnent de la vie à des environnements, des histoires, aux histoires que veulent se raconter les personnages pour survivre, mais ils ont pas beaucoup d'illusions non plus sur le fait que c'est un peu des mythos, que c'est un peu des mensonges, que c'est des mensonges qui cachent beaucoup de saloperies et c'est des choses assez grises, assez ambiguës mais qui construisent des gens, des sociétés, des groupes et ça c'est vraiment une façon que je trouve très riche et passionnante de parler de ce que c'est que raconter des histoires plutôt que de dire les histoires c'est une évasion de la vie qui est compliquée. Oui c'est vrai, c'est beaucoup plus qui est l'idée que je me fais quand un film dit occidental veut me parler du fait que les histoires c'est super. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le film. Ouais on pourrait en dire 4 heures mais on est gentil avec vous. Le reste on va pas vous spoil, on vous le garde pour le film. Puis voilà, sur l'échelle du syndrome, toi tu serais plutôt... Petit Margot Robbie. Les panards en l'air bien noirs. Petit Margot Robbie, c'était vraiment cool. J'étais trop content de le découvrir. Et ça, Absolute Cinéma. Oui. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire pour Pile ou Face du coup d'Alessio Rigodorighi et Matteo Zopis, deux stars montants du cinéma italien bien sûr. On l'espère. Hein. De Goat, qui méritent beaucoup plus de reconnaissance. Dans tous les cas, comme un autre GOAT dont on avait déjà parlé qui est Michelangelo Faramartino. Dio mio. Et puis voilà, Thomas, je te laisse conclure. Eh ben écoutez, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous. Et ciao, ma che bello, ma! C'est l'histoire d'une histoire dans l'histoire. Mais laquelle?